Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. Aujourd'hui, on étudie la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère, donc les différentes couches de la planète. Donc, commençons par étudier les différentes couches du sol et donc commençons par étudier comment est faite notre planète. Eh bien, notre planète est faite avec différentes couches. On a le noyau interne et externe. Évidemment, le dessin n'est pas à l'échelle, soit dit en passant. On va avoir les manteaux inférieurs et supérieurs, qui est principalement de la roche en fusion. Et vous allez finalement avoir la croûte terrestre qui est très très mince par rapport au reste. Là, très très mince, on s'entend. N'ayez pas peur de creuser dans votre jardin, vous ne tomberez pas sur du magma. Okay? On parle vraiment d'une couche qui est mince par rapport proportionnellement à la taille de la planète. Okay? Mais elle est quand même relativement épaisse par rapport à nous. La lithosphère, on parle des deux couches qui sont supérieures. Donc, on parle de la croûte terrestre et du manteau supérieur. Deuxièmement, on a l'hydrosphère. L'hydrosphère, en fait, c'est la couche d'eau. Donc, c'est les mers, les océans, les fleuves, les rivières, les lacs, qui vont, et évidemment les glaces aussi, qui vont enrober notre planète. Et lorsqu'on parle de la lithosphère, on parle finalement de la couche d'air qui englobe notre planète. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. C'est une blague, ça met pas fin à notre capsule. On a beaucoup d'autres choses à voir ensemble. Donc, si on regarde ici les différentes couches du sol, on a d'abord l'horizon haut. L'horizon haut, c'est la couche superficielle, donc c'est ce qui est sur le dessus. En fait, c'est principalement de la matière organique en décomposition. Donc, c'est une terre qui est très très riche, qu'on appelle de l'humus. Le sol qui est en dessous, c'est la terre arabe, ou si vous préférez l'horizon A. En fait, il va avoir de l'humus, donc le restant de ce qu'il y avait au-dessus. Et aussi, il va avoir certains minéraux solubles dans l'eau qu'on va retrouver dans cette couche-là. C'est une couche qui est très utile pour la croissance des plantes parce que c'est l'endroit principalement où les plantes vont aller s'enraciner et aller chercher les nutriments nécessaires à leur croissance. Par la suite, on a le sous-sol. Le sous-sol, c'est donc l'horizon B. Ce sont des petites particules minérales. Ça peut être des nutriments pour les arbres aux longues racines, mais il faut vraiment avoir des bonnes racines pour aller jusque-là. J'ai ensuite une couche qu'on appelle la roche-mère fragmentée. En fait, grosso modo, c'est le restant de l'horizon B, mais mélangé avec beaucoup plus de roches de la roche-mère. Donc, il y a beaucoup de roches qui est contenue à l'intérieur. Et finalement, j'ai cette fameuse roche-mère, donc la roche-mère non altérée. C'est la roche à partir de laquelle le sol est formé. Grosso modo, c'est vraiment... donc, quand on a des effleurements rocheux, c'est ce que vous allez voir. Donc, c'est vraiment de la roche qui est dure et qui n'est pas brisée. C'est pas des cailloux, c'est vraiment des grosses roches. Parlons maintenant de l'hydrosphère. Donc, on est sur la planète bleue. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur de notre planète. Par contre, notre eau est presque toute salée. Donc, ça fait de l'eau qui est très difficile à exploiter au niveau de notre eau potable parce que ça coûte très très cher de retirer le sel de l'eau. À l'intérieur de notre peu d'eau douce qu'on a, donc la petite quantité d'eau douce qu'on a sur notre planète, eh bien, il y en a une grande partie qui est prise par les glaciers. Donc, c'est de l'eau, encore une fois, qui est difficilement exploitable parce que c'est de l'eau qui est que c'est difficile à extraire, en fait. On a une petite partie qui est de l'eau douce continentale. Ça représente environ 0,53% de l'eau de la Terre. Donc, c'est l'eau qu'on peut vraiment utiliser au niveau de l'eau. Maintenant, je vous ai dit que l'eau salée n'était pas exploitable au niveau de l'eau potable, mais elle a quand même un rôle très important à jouer sur notre planète. Donc, laissez-moi vous présenter quelques villes qui sont à peu près à la même latitude, donc à la même hauteur sur notre planète. Si on compare par exemple Montréal et Paris ou Montréal et Londres, on se rend compte que autant Paris que Londres ont une latitude plus élevée que celle de Montréal. Donc, ils sont plus au nord que Montréal. Et pourtant, ils ont une température autour de 5 degrés supérieure.
Si je regarde maintenant les villes de Turin et de Milan, qui sont des villes qui sont à peu près à la même latitude que Montréal, eh bien dans les deux cas, je me retrouve à avoir des températures beaucoup plus élevées. On est autour de 12-13 degrés. Maintenant, si on regarde Prague, Berlin, Munich, Vienne, ce sont tous des villes qui sont quand même pas mal plus au nord et on remarque encore une fois que j'ai des températures supérieures. Par contre, sont inférieures à celles de Paris et de Londres. Donc, on va essayer de s'expliquer tout ça. En fait, on a deux courants qui vont nous intéresser ici. Le premier courant, c'est celui que vous voyez ici, qui est un courant très important qui s'appelle le Gulf Stream. Le Gulf Stream va amener de l'eau chaude des Caraïbes et vont les amener vers l'Europe. C'est un courant donc qui va réchauffer l'Europe. Malheureusement pour nous, c'est pas ce courant-là qui nous influe. Donc ce courant-là, le courant qui influe notre climat, c'est le courant arctique qui nous vient et qui est donc de l'eau froide et donc qui a tendance à refroidir notre climat. Ce qui fait que même si on est à la même latitude, eh bien, on a des climats différents. Maintenant, si on regroupe tous les courants de l'océan, on se rend compte que ça forme ce qu'on appelle un courant global, donc un courant qui va faire le tour un peu des océans de la planète. Donc, pour être capable de faire ça, il faut se poser la question, ben, c'est quoi le phénomène? Donc, pourquoi ça fonctionne? Il y a deux principaux moteurs qui vont nous aider à avoir une circulation constante de l'eau des océans. Le principal moteur, c'est l'aspect de la température. Donc, vous remarquez que quand vous faites cuire des nouilles à spaghetti dans un chaudron, eh bien, je vais avoir tendance à avoir un mouvement comme vous le voyez ici, où est-ce que les nouilles vont remonter à la surface au centre et vont redescendre sur les côtés. En fait, le phénomène est très simple, c'est que la chaleur va s'accumuler au centre de mon chaudron et sur les côtés, ben, il y a une perte de chaleur. Donc, à ce moment-là, je vais avoir évidemment, quand je dis perte, on entend transfert de chaleur vers le milieu ambiant. Donc, l'eau sur les côtés va avoir tendance à se refroidir et en se refroidissant, l'eau froide va avoir une densité plus élevée. Donc, la densité plus élevée fait qu'elle va avoir tendance à couler comparativement à ce qui est au centre, où est-ce que l'eau a tendance à s'élever parce qu'elle est plus chaude. Évidemment, au niveau des océans, c'est un peu le même phénomène, parce qu'au niveau de l'équateur, je vais avoir tendance à me réchauffer, et au niveau des pôles, je vais avoir tendance à me refroidir. Donc, cet aspect de température-là va forcer un mouvement de l'eau qui est un des moteurs du courant global, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième moteur, c'est au niveau de la salinité de l'eau. En fait, si on compare de l'eau douce avec de l'eau salée, on se rend compte que dans l'eau salée, évidemment, il y a plus de molécules. Donc, la masse par unité de volume est plus élevée. Ce que ça donne, ça, c'est que ça nous donne une facilité. Dans le fond, cette eau-là va avoir tendance à couler plus facilement parce qu'évidemment, la masse est plus élevée. Donc, si cette eau-là a tendance à couler, eh bien, les eaux qui vont être les plus salées ont toujours tendance à être vers le fond. Et là, je me ramène à la photo que je vous ai mise du monsieur qui lit son journal. En fait, cette photo-là a été prise sur la mer Morte. Et sur la mer Morte, ce qui est particulier, c'est que l'eau a atteint sa saturation en sel. Donc, il y a énormément de sel dans l'eau. Il y a beaucoup, beaucoup de molécules de sel. Donc, la masse volumique de cette eau-là étant très élevée, mais elle est plus élevée que celle de nos liquides corporels, que ce soit le sang, la lymphe, peu importe, mais les liquides qu'on a à l'intérieur du corps. Ce que ça donne, c'est que, ben, logiquement, si notre densité, notre masse volumique est plus faible, ben, on va avoir plus tendance à flotter. Et donc, sur la mer Morte, c'est très facile de flotter. Évidemment, ceux qui font de la plongée sous-marine connaissent très très bien ce phénomène-là. Parce que si je veux faire de la plongée sous-marine en eau douce, à ce moment-là, je vais avoir une plus grande facilité à couler parce qu'il y a moins de sel à l'intérieur de l'eau. Alors que si je fais de la même plongée sous-marine avec le même équipement dans l'eau de mer, eh bien, je vais avoir plus de difficultés à couler parce que l'eau est salée. Donc, à ce moment-là, ça va me prendre des poids à ma ceinture pour m'aider à couler pour pouvoir aller voir le fond de l'eau. L'augmentation de l'effet de serre va avoir une influence sur l'ensemble des glaces qui constituent notre planète. Donc, évidemment, s'il fait plus chaud, la glace va fondre. Cette fonte des glaces amène deux perturbations principales. Ça amène beaucoup d'eau froide et beaucoup d'eau douce à l'intérieur des océans.
Et comme on sait que la circulation thermohaline, donc la circulation globale au niveau des océans, dépend de la température et de la concentration en sel, ben, ce simple jeu de fonte des glaces peut avoir des conséquences catastrophiques au niveau des climats de notre planète parce que c'est ces courants-là qui nous permettent de réguler nos climats. Pour voir les autres conséquences, il faut bien distinguer ce que sont les banquises versus ce que sont les glaciers. Les banquises sont déjà sur l'eau ou plus précisément dans l'eau. C'est ce qu'on retrouve au pôle Nord par exemple, où il n'y a pas de continent sous la glace. C'est simplement l'eau qui a gelé et il peut y avoir des accumulations de neige par-dessus, soit, mais ça reste que il n'y a pas de continent en dessous. Donc ils occupent déjà un volume à l'intérieur des eaux. Donc leur fonte n'occasionnera pas une augmentation, une grande perturbation du niveau des océans. Par contre, les banquises ont quand même un rôle à jouer. Donc, par exemple, la glace ou la neige va avoir tendance à refléter plus facilement les rayons du soleil, ce qui nous permet de contrôler un peu notre effet de serre. Le blanc va avoir tendance à refléter plus facilement, soit, mais lorsqu'elles fond, c'est de l'eau foncée qui est remplacée. Et l'eau foncée va avoir plus tendance à accumuler l'énergie et donc va contribuer au réchauffement climatique. Donc, faire fondre plus de glace. Le deuxième élément, c'est qu'il peut y avoir une perturbation des écosystèmes qui dépendent de cette banquise-là. Je pense évidemment aux ours polaires, mais aussi à d'autres espèces qui vont vivre sur la banquise. Je pense aussi, par exemple, aux animaux qui vivent sous la banquise. Donc, tout l'ensemble des poissons et des écosystèmes qui dépendent d'un certain milieu et qui soudainement se retrouvent exposés à la lumière du soleil, exposés à des eaux plus chaudes et des eaux plus douces. Donc, ça peut avoir une influence importante. Le troisième élément, c'est au niveau du conflit, donc c'est vraiment plus politique. En fait, les terres du Nord, donc le pôle Nord, n'intéressaient pas vraiment grand monde avant. Pour la simple et bonne raison que c'était très difficile de s'y rendre et que c'était très coûteux. Par contre, la fonte du pôle Nord, la fonte des glaces à l'intérieur du pôle Nord, nous permet d'avoir un transport maritime beaucoup plus efficace par la voie du Nord et devient donc un enjeu important au niveau politique, au niveau du contrôle de ces terres-là. Donc, ça crée des conflits entre différents pays, dont le Canada fait évidemment partie. Au niveau des glaciers, c'est différent. Les glaciers sont situés sur le continent. Donc, on retrouve les glaciers alpins qui sont au sommet des montagnes, mais on retrouve aussi des grands glaciers qu'on appelle des inlandis, qui sont placés sur des continents. On pense par exemple au Groenland et à l'Antarctique. Ces glaciers-là, lorsqu'ils fondent, ils sont situés sur le continent. Donc l'eau va s'écouler à l'intérieur des océans et là, je vais perturber le niveau marin. Donc ça va créer une augmentation du niveau des océans, ce qui peut créer des inondations dans l'ensemble des milieux côtiers. On peut aussi penser à la diminution de l'effet d'albédo, comme c'était le cas pour les banquises, et évidemment à la perturbation des écosystèmes qui vivent dans ces régions-là. L'autre changement majeur que ça peut causer, évidemment, c'est que si on renforcit le courant arctique dont je vous parlais tantôt, eh bien, il pourrait finir par couper le Gulf Stream. Et couper le Gulf Stream, ça peut avoir des impacts très importants, entre autres en Europe. Donc l'Europe peut avoir tendance à se refroidir et eux, contrairement à nous, ne sont pas habitués à avoir un climat froid. Les maisons sont moins bien isolées, ils n'ont pas nécessairement des souffleuses, des pelles et des manteaux de neige. Donc ça peut avoir des impacts très très importants. Ils ne sont pas habitués non plus dans certaines régions au principe de gel-dégel. Donc au niveau de leur infrastructure, ça peut aussi causer des problèmes. Évidemment, je vous parlais d'inondations, eh bien ça peut causer des inondations un peu partout dans le monde, surtout dans les milieux côtiers. Donc il y a des pays comme les Pays-Bas ou le Bangladesh, où il y a des zones comme la ville de New York, par exemple, qui sont situées vraiment en bordure de mer. Donc si la ville de New York, par exemple, était inondée, puis que l'île de Manhattan était inondée par les eaux, ben on peut se douter de l'impact que ça aurait au niveau de l'économie aux États-Unis. Et
et au niveau de l'économie dans l'État de New York. Donc, pour vous donner une idée, je vous ai donné quelques images. Donc, on parle évidemment des inondations un peu partout, mais dans des inondations à des endroits où est-ce qu'on a un patrimoine mondial qui est placé là. Mais on peut aussi penser à toutes les pertes au niveau alimentaire dues au gel à des endroits où est-ce qu'on ne devrait jamais avoir de gel. Donc, l'Europe pourrait être durement touchée par cette crise-là. On peut penser aussi, évidemment, à nos chers ours polaires, donc aux animaux du Nord, dont les écosystèmes sont vraiment mis en danger par le réchauffement climatique. Maintenant, parlons de l'atmosphère. Donc, au niveau de notre atmosphère, on a différents gaz qui sont présents. On va se rendre compte que la majorité de notre atmosphère est faite à partir de diazote, donc de N2. En fait, c'est 78% de notre atmosphère. Il reste 21% qui est du dioxygène. Et le reste, ça varie. Donc, évidemment, la vapeur d'eau peut avoir un taux qui a tendance à varier tout dépendamment si on est dans le Sahara ou si on est ici au Québec ou est-ce qu'on est dans un milieu un petit peu plus humide. Donc, on peut avoir une variation du niveau d'eau, mais pour le reste, ce sont différents gaz qui vont se partager le 1% qui reste. Évidemment, les masses d'air vont aussi avoir tendance à influencer notre climat. Donc, c'est quoi ces masses d'air-là? C'est une grande quantité d'air qui vont avoir tendance à se déplacer et donc à agir au niveau de notre taux, autant au niveau de notre taux d'humidité qu'au niveau de notre température. Ces masses d'air-là, on a la masse d'air continentale polaire qui nous vient du nord, qui est une zone particulièrement importante pour nous parce que ça refroidit nos climats. On a aussi la masse d'air maritime polaire, donc qui nous vient de l'est et qui va influencer nos climats. Pour les autres, ça va plus influencer le reste de l'Amérique du Nord. Donc, on peut parler d'une autre masse d'air maritime polaire qui va influencer la région, entre autres, de Vancouver et de Victoria. Par contre, cette masse d'air-là a plus de difficultés à rentrer très profondément dans les terres à cause simplement de nos montagnes rocheuses. Au niveau du sud, on va avoir des masses d'air maritimes polaires tropicales plutôt, qui vont venir influencer notre climat à partir du sud aussi. Il y a deux phénomènes que vous voyez régulièrement si vous écoutez Météo Média, donc si vous écoutez les postes de météo, c'est les principes de dépression, d'anticyclone et de front. Donc on va attaquer ces éléments-là un à la fois et on va commencer par la dépression. Le principe de la dépression, je vous l'ai dit au niveau des mouvements de convection au niveau de l'eau, c'est aussi vrai au niveau de l'air. Donc, la chaleur va avoir tendance à avoir un impact sur l'ascension ou la descente, si on veut, de l'air à l'intérieur de notre atmosphère. Donc, va créer des mouvements qui, pour nous, est du vent, en fait. Donc, au niveau de la dépression, c'est un air chaud et humide qui va avoir tendance à s'élever dans l'atmosphère parce qu'il est plus chaud, simplement. Donc, en s'élevant dans l'atmosphère, ça va créer une zone de basse pression au centre de cette dépression-là. Et donc, en montant à l'intérieur de l'atmosphère, plus on est haut, plus il fait froid. Donc, cette eau-là va avoir tendance, donc la vapeur d'eau va avoir tendance à se transformer en nuages et éventuellement en pluie. Et donc, les dépressions vont être associées à des moments où on pourrait avoir de la pluie dans des délais relativement brefs. C'est la raison pourquoi, si vous vous souvenez bien, nos grands-mères avaient des baromètres qu'ils regardaient pour prédire le temps. Donc, ils étaient capables de dire si la pression avait tendance à descendre, eh bien, on pouvait dire qu'il allait y avoir de la pluie pour une simple raison qu'on avait une dépression et donc que l'air chaud et humide s'élevait et créait de la pluie. Si on regarde l'anticyclone, en fait, c'est exactement le contraire. Donc, ça va être un refroidissement ponctuel à un endroit précis où l'air va avoir tendance à s'écraser au sol et donc, ça va créer une zone de haute pression à cet endroit-là. C'est de l'air froid et de l'air sec qui va avoir tendance à descendre à ce moment-là. Et c'est un signe généralement de temps dégagé parce que comme tout est écrasé au sol, ben, l'humidité aussi est écrasée au sol. Ce qui veut dire que je n'aurai pas de nuages qui vont se former dans ces cas-là.
Par contre, il peut y avoir un temps de smog qui est associé aux anticyclones, parce qu'évidemment, si l'air ne peut plus s'élever, eh bien les polluants non plus ne peuvent plus s'élever. Donc les polluants vont rester pris à la surface du globe, donc au niveau des villes, particulièrement au niveau des grandes villes, parce qu'évidemment, pour avoir du smog, il faut avoir une production relativement importante de polluants, mais c'est des polluants qui vont rester pris à notre niveau, et donc on va devoir respirer parce qu'ils sont pris en basse atmosphère. Maintenant, si on regarde les fronts que vous voyez dans les cartes météorologiques, donc vous avez deux types de fronts, le front chaud et le front froid. Le front chaud, commençons par lui. En fait, ce sont des nuages qui vont avoir tendance à être horizontaux parce que c'est une masse d'air chaud qui va chasser une masse d'air froid. Et comme la masse d'air chaude, dis-je, est plus élevée en altitude parce qu'elle est plus légère, elle est moins dense. Donc les nuages vont commencer à se former en très très haute altitude au départ et au fur et à mesure que le front va avancer, les nuages vont descendre, vont s'intensifier, vont gonfler et éventuellement, je vais avoir des nuages qui vont causer une pluie qui est plus longue, qui va durer plus longtemps aussi. Donc, c'est des averses avec vent faible et c'est des averses qui vont être plus longues mais moins intenses au niveau de la quantité d'eau tombée. Si on regarde au niveau du front froid, eh bien le front froid, c'est une masse d'air froide qui va chasser la masse d'air chaude, donc elle l'attaque, si on veut, par en dessous. Ce que ça fait, c'est qu'à cause de la friction avec le sol et à cause d'un paquet de phénomènes, je vais avoir tendance à avoir un front qui est plus vertical qu'horizontal. En ayant un front vertical, les nuages vont se former à la verticale aussi, donc ça va être des nuages qui vont être beaucoup plus hauts. Donc, quand vous voyez l'espèce de gros, tu sais, surtout l'été, l'espèce de gros rouleau compresseur qui approche là, les nuages qui sont très très gros, qui sont très très hauts, les espèces de grosses enclumes qui avancent et qui arrivent avec des pluies très très violentes, des grands vents, des orages. Donc, à ce moment-là, on parle de front froid. L'avantage des fronts froids, c'est que ça ne dure pas longtemps. Donc, vous le savez, les averses d'été où est-ce qu'il y a des gros orages, généralement, on va se cacher une quinzaine de minutes, puis après, ben, c'est correct, on peut ressortir, l'orage est passé. Bien, c'est un peu le principe des fronts froids. Et finalement, laissez-moi vous expliquer le principe de l'effet de serre qui va aussi avoir une influence importante sur notre climat. En fait, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'effet de serre, c'est qu'il est nécessaire. Si on n'avait pas d'effet de serre, on serait incapable de vivre à la surface de la planète. Pour une raison très simple, il ferait beaucoup trop froid l'hiver, pas l'hiver, mais la nuit plutôt, et il ferait beaucoup trop chaud le jour. Donc, ce qui va avoir tendance à équilibrer notre climat, c'est notre atmosphère, et entre autres, notre effet de serre. Donc, comment agit notre effet de serre? C'est en fait le principe des voitures l'été. Donc, quand on laisse une voiture avec les fenêtres fermées l'été, on va avoir la chaleur qui va être capable, la chaleur du soleil qui va rentrer dans la voiture, mais qui ne sera plus capable d'en ressortir. Donc, il va y avoir une élévation de température à l'intérieur de la voiture. C'est aussi le cas dans les serres. Donc, par exemple, l'automne et au printemps, quand on veut faire pousser des légumes ici au Québec, ben, il fait trop froid. Donc, une des façons qu'on utilise, c'est de créer des serres où est-ce qu'on va avoir des fenêtres qui vont accumuler la chaleur à l'intérieur et donc qui vont nous aider à réchauffer nos plants et à faire pousser nos plants. Eh bien, au niveau de l'atmosphère, c'est le même principe. Donc, notre atmosphère va avoir un effet de serre, donc va être capable d'augmenter sa température grâce à son effet de serre et à garder la chaleur. On a des planètes comme Vénus qui ont un effet de serre beaucoup plus important que le nôtre. Il faut dire aussi que nous-mêmes, on a déjà eu un effet de serre beaucoup plus important que ce qu'on a présentement. C'est l'époque qu'on appelait le carbonifère, où est-ce qu'il y avait énormément de gaz carbonique dans notre atmosphère, et donc qui créait beaucoup d'effets de serre, qui créait des climats beaucoup plus chauds que ce qu'on a présentement. On est passé à travers le carbonifère, la Terre s'est adaptée, la Terre s'est modifiée avec le temps, et on est passé au climat qu'on a présentement. Le problème qu'on a avec le climat qu'on a présentement, c'est qu'on a tendance à brûler nos hydrocarbures et donc à envoyer du dioxyde de carbone à l'intérieur de notre atmosphère. Ce que ça crée, c'est que ça augmente l'effet de serre. Donc, la chaleur qui va rentrer à l'intérieur ne sera plus capable de ressortir de notre atmosphère et c'est ce qui cause les réchauffements climatiques.
Les réchauffements climatiques qui ont des impacts majeurs à plusieurs niveaux. On l'a déjà vu au niveau des glaciers plus tôt, mais il y a plusieurs niveaux sur lesquels on pourrait travailler. On pourrait parler, par exemple, d'insectes nuisibles qui ont tendance à migrer vers le nord. Pourquoi? Parce que les températures leur permettent de le faire, alors qu'ils ne le permettaient pas avant. On peut parler de la fonte des glaciers montagneux. Hein? Je vous ai parlé de ceux qui étaient les deux principaux glaciers, donc au niveau des océans, mais on peut parler de ceux dans les montagnes aussi. Mais on peut aussi parler d'agriculture, donc qui est modifiée, donc de désertification de certaines zones qui étaient utiles à l'agriculture avant, mais que les climats ne nous permettent plus de faire le type de culture qu'on faisait avant à cause du réchauffement climatique. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont affectés par l'effet de serre. En fait, il y a trois principaux gaz qui vont aider à l'effet de serre, donc qui vont contribuer à l'effet de serre et qui sont causés par causes anthropiques, donc autrement dit qui sont causés par l'homme. C'est l'apport dans notre atmosphère de dioxyde de carbone dû à la combustion des hydrocarbures notamment. On peut parler aussi de l'apport en méthane, donc qui est un gaz particulièrement grave parce qu'il contribue 4 fois plus, une molécule de méthane contribue 4 fois plus à l'effet de serre qu'une molécule de CO2. Donc, c'est un gaz qui est important au niveau de notre effet de serre et qu'on produit aussi en grande quantité, notamment grâce à la production de bœuf et aussi à cause de nos dépotoirs qui créent du méthane. Et finalement, on peut parler de l'oxyde d'azote qui est principalement causé par les milieux industriels. Et c'est ce qui met fin à cette capsule un peu longue aujourd'hui. Donc, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.